C'est un véritable coup de maître. Après 53 ans au pouvoir, le régime de la famille Al-Assad en Syrie appartient désormais au passé. En à peine 10 jours, la dernière rébellion a provoqué l'effondrement total du régime. Et là, on parle de l'un des événements les plus marquants de toute l'année 2024. Des foules se rassemblent à Damas après que les rebelles ont déclaré la ville libre. Ces dernières années, la Syrie était devenue un véritable désastre. Une poudrière où se sont mêlées une multitude d'armées, de guérillas, de groupes terroristes et de puissances étrangères comme la Russie, la Turquie ou les États-Unis. Tout ce chaos a commencé en 2011 quand les printemps arabes ont déclenché une guerre civile sanglante qui s'est ensuite transformée en un conflit interminable. Pendant ce temps, on a assisté à des combats acharnés, des affrontements de guérillas, une montée en puissance du djihadisme et bien sûr à l'émergence de l'organisation État islamique qui a mené l'une des campagnes de terreur et de violence les plus sauvages de l'ère moderne. Au total, on estime que ces 13 années de conflit ont causé la mort de plus d'un demi-million de personnes et entraîné le déplacement de plus de 5 millions d'habitants. Cela dit, en 2020, une sorte de cessez-le-feu général a été décrété tacitement. Et même qu'en août dernier, le boucher de Damas, Bachar al-Assad en personne, a déclaré que la situation était en train de se normaliser. Et soudainement, patatras, le régime d'Al-Assad s'est effondré et le tyran a été renversé. Tout ça en quelques jours et cette fois-ci, le soutien de Moscou et de Téhéran n'a servi à absolument rien. La réaction normale, c'est génial, Bachar al-Assad était un dictateur sanguinaire, donc un de moins. Quelle bonne nouvelle que ces courageux rebelles aient réussi. Mais faut pas s'emballer trop vite. Que Bachar el-Assad ait été un dictateur sanguinaire et sans scrupules, ça personne n'en doute réellement. Ce type est quand même allé jusqu'à utiliser des armes chimiques contre sa propre population. On parle d'armes comme le chlore ou le gaz sarin pourtant interdites par les conventions internationales. Et en plus de tout ça, il était un allié proche de Vladimir Poutine et du régime des ayatollahs en Iran. Donc oui, la chute d'Al-Assad est indéniablement une bonne nouvelle. Il suffit de voir les scènes de libération dans les prisons du régime. Des familles entières, des enfants qui n'ont jamais connu la liberté, ou encore des prisonniers politiques enfermés depuis 40 ans et qui pensent encore que Saddam Hussein est vivant. Certains de ces prisonniers étaient retenus dans des cellules hermétiques à 30 mètres sous terre. C'est complètement démentiel et sadique. Mais après toutes ces bonnes nouvelles, la réalité elle n'est pas moins inquiétante. L'avenir de la Syrie est très incertain. J.D. Vance met en garde contre les rebelles syriens après le renversement d'Assad. Je suis inquiet. Pour l'instant, le nouvel homme fort de la Syrie, c'est ce type que tu vois à l'écran, Abu Mohammad al-Jolani. Il a un sacré CV, mais on reviendra à lui plus tard. Parce que d'abord, on va répondre à quelques questions. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment le gouvernement syrien, pourtant solidement soutenu par Moscou et Téhéran, a-t-il pu s'effondrer presque sans résistance? Quelles sont les conséquences de ce changement de régime pour la Syrie et qui, maintenant, a le contrôle du pays? C'est précisément ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Et tu verras qu'à la fin, c'est surtout une énorme défaite pour Poutine. Pourquoi? Reste jusqu'au bout. Mais avant de continuer, j'aimerais juste te signaler que vous n'êtes que 17% à être abonnés. Donc si vous voulez nous soutenir dans notre travail, cliquez sur le bouton liker et partager. Et nous, on fera de notre mieux pour mériter vos encouragements. Allez, c'est parti. Bon, voilà à quoi ressemblait la situation au départ. Il n'y avait aucune cohérence territoriale. C'était plutôt une sorte d'équilibre instable entre le gouvernement officiel, le régime, et plein d'autres acteurs différents. Pour comprendre le fil de cette histoire, on va regrouper tous les acteurs, qui d'ailleurs se battent souvent entre eux, en 4 groupes principaux. Le premier, le régime syrien d'Al-Assad, aujourd'hui renversé. Le deuxième, les Kurdes des forces démocratiques syriennes et les Druzes. Le troisième, les Turcs de la soi-disant armée nationale syrienne, qui malgré son nom est essentiellement le bras armé d'Ankara, la capitale turque, en Syrie. Et enfin, les combattants du groupe HTS, Hayat Tahrir al-Sham, ce qui signifie en français l'Organisation pour la libération du Levant. Ce sont ces derniers, avec l'aide d'autres petits groupes, qui ont mené la dernière grande offensive en Syrie. Dans cette vidéo, on les appellera simplement HTS. Sauf que les HTS, ce sont pas des gentils. C'est un groupe djihadiste né de la fusion entre Jabhat al-Nusra, qui n'était rien de moins que l'ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie, et d'autres groupes plus petits. Sauf qu'en 2016, il y a une rupture avec Al-Qaïda. Les dirigeants du groupe ont voulu se concentrer davantage sur le conflit syrien et moins sur le djihad mondial. En gros, avec le temps, ce groupe syrien est passé d'une vision globale du djihadisme à une approche plus locale et nationaliste. Son objectif n'était plus de faire partie d'un mouvement international pour établir un califat islamique, mais bien de lutter pour le pouvoir en Syrie. Au point que le HTS est devenu la principale référence djihadiste de l'insurrection syrienne contre Al-Assad.
Donc oui, on parle d'un groupe islamiste radical. Cela dit, il semblerait qu'avec le temps, leur position se soit quelque peu modérée. En théorie, le HTS prône désormais une application plus flexible et pragmatique de la charia, la loi islamique. Attention, ça reste un groupe avec de nombreux éléments intégristes. Et au moins pour l'heure, ils tolèrent l'existence d'autres cultures, même non islamiques, tant que celles-ci ne menacent pas leur pouvoir. Mais il faut être clair, leur modération relative ne fait d'eux en aucun cas un groupe tolérant des minorités et pro-démocratique. Le HTS reste profondément marqué par une vision rigoriste de l'islam radical, avec tout ce que cela implique. Ce à quoi on peut s'attendre maintenant, c'est qu'après la dictature plus ou moins laïque des El Assad, le HTS cherche à instaurer un régime de type salafiste dans le pays. Et c'est pour cela que certains analystes craignent un scénario déjà vu. Regarde cet article de la presse britannique en 1993. Dans cet article, on érigeait Oussama Ben Laden en rebelle luttant contre l'impérialisme soviétique. Ça ne veut pas dire qu'on va assister à la même chose, loin de là. En théorie, le HTS a abandonné depuis longtemps son approche djihadiste globale. Mais logiquement, le risque, il existe toujours. Qu'une organisation néo-djihadiste issue directement d'Al-Qaïda prenne le contrôle d'un pays. C'est a priori pas très rassurant. Quoi qu'il en soit, leur disposition apparente à tolérer d'autres cultures pourrait être une clé pour l'avenir de la Syrie. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'autre groupe de pouvoir encore présent en Syrie, ce sont les forces démocratiques syriennes, composées majoritairement de Kurdes. Les Kurdes sont une ethnie musulmane sunnite modérée, qui revendique depuis plus d'un siècle la création d'un État indépendant dans une région qu'ils appellent le Kurdistan. On parle d'une région qui s'étale sur des territoires appartenant à la Turquie, à la Syrie, à l'Irak et à l'Iran. D'ailleurs, c'est ce désir de former un État indépendant qui oppose depuis très longtemps les Kurdes à la Turquie. Pour la capitale turque, Ankara, les Kurdes sont avant tout des ennemis voués à briser l'unité du pays. D'ailleurs, depuis 1984, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, est en guerre contre l'État turc, avec pour objectif de créer un territoire kurde indépendant, ou au moins autonome, dans le sud-est de la Turquie. Ce conflit, qui dure depuis 4 décennies, a causé des dizaines de milliers de morts. Et comme on te l'a dit préalablement, en Syrie, les Kurdes contrôlent une grande partie du nord et du nord-est du pays, une zone connue sous le nom de région autonome du Rojava, située à la frontière turque. Depuis cette région, les forces kurdes s'organisent et affrontent régulièrement l'armée turque, dans ce qui est essentiellement une guerre silencieuse, c'est-à-dire une guerre pour laquelle la France insoumise ne se donne pas la peine de faire chier les Français. Or, cette guerre silencieuse pourrait bientôt s'embraser et devenir un conflit ouvert. Alors tu te demandes peut-être quel est le rôle que jouent les Kurdes dans cette histoire, non ? Pour les Kurdes, la culture et la langue sont plus importantes que la religion elle-même. C'est ce qui explique pourquoi dans les zones kurdes, il y a plus de liberté et un niveau d'égalité entre les sexes bien supérieur à celui des zones contrôlées par les autres groupes rebelles. On te l'a dit, les Kurdes ont des positions beaucoup plus modérées sur le plan religieux et sociétal. C'est par exemple ce qui explique pourquoi les États-Unis et bien d'autres pays occidentaux les soutiennent, notamment avec des armes, des formations, du financement et toute la logistique qui vient derrière. En gros, ils sont perçus comme les moins pires, le moindre des mal dans ce chaos. Et pourtant, ils sont en conflit ouvert avec les Turcs. Alors justement, quel est le rôle des Turcs ici ? On soupçonne qu'ils ont joué un rôle clé dans le succès fulgurant des insurgés du HTS. C'est pas entièrement prouvé, mais il y a plein d'indices qui pointent vers un soutien décisif d'Ankara derrière cette offensive. Après tout, le gouvernement turc entretenait de très mauvaises relations avec le régime d'Al-Assad et encore pire avec les Kurdes des forces démocratiques syriennes. Pour contrer ces deux forces, les Turcs ont même leur propre bras armé en Syrie, l'armée nationale syrienne. En soutenant ce groupe, les Turcs ont pu frapper à la fois des positions du régime d'Al-Assad et des Kurdes. C'est pourquoi, bien qu'il n'y ait pas encore de preuves concrètes, pour les Turcs, la prise de contrôle du pays par le HTS est une victoire stratégique. Ça fait longtemps que les divers services de renseignement ont fait savoir que la Turquie entretient de bonnes relations avec le HTS. Et évidemment, pour réaliser une offensive militaire capable de déstabiliser le régime syrien, il faut énormément de ressources. De l'argent, des moyens logistiques, du carburant, des armes, du renseignement, des contacts avec des cadres prêts à trahir le régime, etc. Et d'où est-ce que les rebelles auraient obtenu tous ces moyens ? La Turquie.
On peut clairement dire qu'il y a eu un soutien indirect de la Turquie pour l'offensive, mais pas une implication directe de la Turquie. Ok, ça, c'est fait. Et maintenant, si on regardait quels sont les grands ennemis des Turcs et du HTS, tu remarques rien de particulier? Exactement, le HTS et la Turquie ont les mêmes adversaires. Or, toi-même tu sais, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, maintenant que le HTS prend le contrôle du pays, les Turcs ont la main libre pour gérer le problème kurde. On récapitule. En Syrie, on avait 4 grands blocs. Le régime syrien de Bachar al-Assad, les Kurdes, les Turcs et les rebelles semi-djihadistes modérés entre guillemets du HTS. Le 27 novembre, ces derniers lancent soudainement une grande offensive. En quelques jours, ils prennent le contrôle de 2 villes très importantes. Les soldats de l'armée régulière, celle de Bachar al-Assad, sont payés une misère. Ils ne veulent pas mourir pour le régime. Ils se rendent donc ou fuient vers l'Irak. Finalement, le samedi 7 décembre, le HTS entre dans Damas. Ainsi, en seulement 10 jours, le règne d'El-Assad est capote. Le résultat, le pays est maintenant divisé en 2 grands blocs, celui du HTS d'un côté et celui des Kurdes de l'autre. Bon, il faut pas oublier d'autres forces plus petites, comme certains groupes chiites à l'ouest, les Druzes au sud et les alliés turcs de l'armée nationale syrienne le long de la frontière avec la Turquie. Voilà à peu près la situation actuelle dans le pays. La manière dont ces acteurs interagiront entre eux déterminera l'avenir de la Syrie. Notre avis à nous, on n'est pas très optimiste. Ces derniers jours, des affrontements ont déjà éclaté entre les forces de l'armée nationale syrienne, rappelle-toi, le bras armé de la Turquie, et les forces kurdes soutenues par les États-Unis. Et pire encore, les dernières informations suggèrent que les Turcs, avec leurs alliés en Syrie, pourraient se préparer à lancer une grande offensive contre les Kurdes. Voilà donc où on en est aujourd'hui. Jusqu'ici, on a répondu à 2 des questions qu'on se posait au début de cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la situation actuelle en Syrie? Mais il nous reste encore à répondre aux questions les plus importantes. Premièrement, comment est-il possible que la Russie et l'Iran n'aient pas réussi à maintenir au pouvoir le régime syrien d'Al-Assad, alors qu'il aurait été pourtant tellement utile? Deuxièmement, quelles sont les implications géopolitiques de la chute du régime syrien? Et troisièmement, ils en pensent quoi, les Israéliens? On va voir ça tout de suite. Une fenêtre d'opportunité idéale. Soyons très clairs, l'offensive en Syrie, elle n'a pas eu lieu par hasard. Le moment choisi par le HTS pour lancer sa campagne militaire a été soigneusement et méticuleusement calculé. Pendant des années, le dictateur syrien Bachar al-Assad a réussi à se maintenir au pouvoir grâce à l'aide de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah. Sans le soutien de ces 3 alliés, le régime se serait effondré depuis longtemps. Par exemple, jusqu'à la chute d'al-Assad, on estime qu'environ 4000 soldats russes étaient encore stationnés en Syrie, accompagnés de chasseurs, d'hélicoptères d'attaque et de systèmes de défense anti-aérienne. Sans oublier les capacités navales de la base de Tartus que la Russie modernise depuis 2015. Pendant la guerre civile syrienne, les Russes ont mené de vastes campagnes de bombardement sur les villes contrôlées par les forces opposées à Al-Assad. Ils ont organisé des opérations clandestines et équipé l'armée syrienne en armes et en munitions. Le boucher de Damas devait sa survie au Kremlin. Mais cette fois-ci, Poutine a débranché son protégé. Pourquoi? Tout simplement parce que la guerre en Ukraine épuise les forces russes. On ne vous apprend rien. Ils ont déjà bien assez à gérer avec leur invasion désastreuse de l'Ukraine. Souviens-toi qu'ils ont même dû demander de l'aide à la Corée du Nord, d'abord pour des munitions et désormais aussi pour des renforts militaires. Alors imagine envoyer des ressources maintenant en Syrie pour affronter des djihadistes. Désolé gros, pas cette fois. Toutefois, c'est possible que Poutine n'imaginait pas une telle déconfiture et aussi rapide. Quoi qu'il en soit, la chute du régime est un énorme camouflet pour Moscou. Pourquoi? D'abord, à cause de l'effort colossal que les Russes ont fourni ces dernières années et qui, au final, n'a servi absolument à rien. Ensuite, parce qu'en Syrie, les Russes disposaient de 2 bases stratégiques cruciales, la base navale de Tartus et la base aérienne et terrestre de Khmeimim. Ces installations sont absolument cruciales pour les opérations d'influence de la Russie en Méditerranée, en Afrique et au Moyen-Orient. Elles représentent ni plus ni moins que la plus grande projection militaire russe en dehors des ex-États membres de l'Union soviétique. Ces bases constituent un centre logistique vital pour les intérêts de Moscou. Donc, même si le HTS projette une image de raison et de modération pour éviter d'être bombardé par les Russes, on ne peut pas garantir que ces bases ne sont pas menacées. C'est un vrai coup dur pour le Kremlin. Et c'est pas moins grave pour Téhéran. La Syrie était l'un de ses alliés les plus importants, un atout solide pour menacer la Turquie, Israël et surtout un moyen de contrôler le Liban et de soutenir le Hezbollah. N'oublie pas que les seules frontières du Liban sont avec la Syrie et avec Israël. Sans les routes d'approvisionnement qui traversent la Syrie, ça va être très difficile pour les Iraniens de livrer des armes au Hezbollah. Tu te souviens ou pas que les Kurdes sont soutenus par les États-Unis? L'une des premières choses qu'ils ont faites quand l'armée syrienne s'est effondrée, c'est de prendre le contrôle d'Abu Ramal, le poste frontière entre l'Irak et la Syrie. C'est un site stratégique. Pendant des
décennies, c'est par là que transitaient les cargaisons iraniennes à destination de la capitale syrienne Damas et du Hezbollah au Liban. Désormais, c'est terminé. Cela dit, les Kurdes se sont retirés et les alliés du HTS ont pris le contrôle de cette position stratégique. L'important, c'est qu'elle n'est plus entre les mains de l'Iran. Les regards d'Israël, des États-Unis et des Kurdes sont braqués sur ce site. À part ça, il y a aussi la dimension religieuse. Le régime de Bachar al-Assad était alawite, alors même que la Syrie était un pays majoritairement sunnite. Les Iraniens, eux, sont chiites, donc plus proches des alawites que des sunnites. Donc, tant sur le plan militaire que religieux, le régime syrien jouait un rôle clé pour l'Iran. Et attention, on parle de leur influence militaire et religieuse, mais aussi politique et diplomatique. Le coup porté à la crédibilité de Téhéran est énorme, un de plus. Encore un allié du régime des ayatollahs qui mord la poussière. L'année 2024 est mémorable. Sinwar, Haniyeh, Nasrallah et j'en passe. Alors pourquoi l'Iran n'est pas venu au secours d'Al-Assad? Tout simplement parce qu'il n'en avait pas les moyens. Déjà parce que sa force aérienne est complètement obsolète. En vrai, l'Iran n'a que deux moyens de projeter sa puissance. Premièrement, la dissuasion grâce à ses missiles, qui dans ce scénario précis étaient complètement inutiles. Deuxièmement, à travers ses proxys comme le Hezbollah. Le problème, Israël les a considérablement affaiblis ces derniers mois. Et c'est précisément sur cette faiblesse que semble avoir misé Abu Mohammad al-Jolani, le chef des HTS. En vrai, il a bien calculé. Ni la Russie ni l'Iran n'étaient en mesure d'intervenir pour soutenir le régime syrien. Ça, plus le ressentiment nourri par une partie des soldats de l'armée régulière contre le gouvernement. Hors de question de mourir pour protéger le clan al-Assad. Les conditions étaient parfaitement réunies pour déclencher l'offensive. Du coup, une fois Damas aux mains des djihadistes, le premier ministre et son cabinet ont négocié leur reddition contre leur vie. Grand magnanime, al-Jolani les a même laissés occuper leur poste le temps d'assurer une transition pacifique entre gros guillemets du pouvoir. Oui les gars, ça faisait 13 ans qu'il fallait le passer le pouvoir. En tout cas, on vient d'apprendre qu'HTS a déclaré l'amnistie générale pour tous les soldats de l'armée régulière pour éviter une dégradation sécuritaire rapide dans les villes sous leur contrôle. Ok, reste plus qu'un acteur à voir et pas des moindres. Israël avance ses pions. Quand Bachar a compris qu'il ne pourrait plus compter sur ses anciens alliés, il a tout tenté. Tout. Il se dit même qu'il aurait essayé de contacter les autorités d'Israël et des États-Unis pour qu'il sauve son régime. Selon certaines sources, même si ça n'a pas été confirmé officiellement, le dirigeant déchu aurait proposé de rompre ses liens avec Moscou et Téhéran en échange de son maintien au pouvoir. Mais silence radio côté occidental. Pour Israël, la chute du régime syrien est un coup dur porté à Téhéran. Maintenant que Damas est tombé, aucune chance pour le Hezbollah de rebâtir son arsenal au Liban. Les Libanais ont une opportunité en or, la première en 40 ans, de reprendre leur destin en main. Le Razeb est acculé, la route entre Téhéran et Beyrouth est coupée et les avions iraniens ne peuvent plus atteindre leur destination. En d'autres termes, l'influence iranienne est à bout de souffle. Et tu sais quoi? Les Libanais, ils en sont conscients. Ils se sont donc joints auprès d'1 million de réfugiés syriens présents dans leur pays pour célébrer la chute du dictateur syrien. Et puis, c'est aussi une excellente nouvelle pour Israël, au-delà des implications pour son grand ennemi implanté au Liban. Mais une Syrie contrôlée par un groupe islamiste, c'est mieux qu'une Syrie sous la férule du régime d'Al-Assad? C'est pas clair. Historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. Le HTS n'offre pas beaucoup de garanties de sécurité à Israël. Du coup, les forces de défense israéliennes se sont déployées pour renforcer la frontière avec la Syrie. Elles ont aussi mené des frappes préventives pour détruire des installations avant qu'elles ne tombent entre les mains des néo-djihadistes du HTS. On parle ici de stocks de munitions, de centres de recherche, de QG des services de renseignement, de batteries antiaériennes, de centres de contrôle aérien militaire et d'autres infrastructures stratégiques. Mais surtout, elles auraient frappé des arsenaux d'armes chimiques qui pourraient être utilisés contre les Israéliens, mais aussi la population civile syrienne. Et puis, en parallèle, l'armée israélienne a aussi mobilisé son infanterie et sa cavalerie légère pour sécuriser le mont Hermon dans les hauteurs du Golan. C'est la première fois depuis la guerre de Yom Kippour que les forces israéliennes sont présentes sur le territoire syrien. L'objectif, instaurer une buffer zone, une zone tampon, pour éviter de possibles attaques de groupes rebelles syriens. Faut savoir que le mont Hermon était un point aveugle de l'armée israélienne. Maintenant qu'elle y est, elle peut surveiller à la fois le Hezbollah à l'ouest et les groupes rebelles syriens au nord et à l'est. Le gouvernement israélien parle d'une occupation provisoire qui n'a pas vocation à durer
perdurait. Les autorités israéliennes disent être prêtes à se retirer si un pacte de non-agression est signé. Mais pour l'heure, Israël n'a pas trop de quoi s'inquiéter. Les HTS sont bien assez occupés avec la consolidation de leur conquête territoriale et la stabilisation de leur pays comme pour essayer d'envahir l'État hébreu. D'autant plus que si le HTS a réussi son offensive militaire, c'est en grande partie grâce à la campagne militaire israélienne contre le Hezbollah. Ça, plus l'élimination ciblée de plusieurs hauts cadres des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Les rebelles en Syrie profitent des succès d'Israël contre un axe iranien affaibli. Et puis, l'organisation HTS n'est ni chiite, ni une alliée de Téhéran. Donc, Jérusalem a tout intérêt à ce que les rebelles néo-djihadistes restent au pouvoir. Qu'on l'aime ou pas, Netanyahou et son cabinet de guerre ont réussi volontairement ou involontairement à imposer une nouvelle réalité au Moyen-Orient. Et on vient d'apprendre que durant la nuit, les forces israéliennes ont poussé leur offensive au-delà du mont Kermon et sont entrées dans 9 localités syriennes adjacentes à la nouvelle zone tampon. On ignore ce que ça veut dire, mais les soldats israéliens sont à présent à 20 km de Damas, la capitale. Il semblerait que les forces états-uniennes soient aussi intervenues sur le terrain à leur côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on ne sait pas encore, mais comptez sur nous pour vous tenir informés. Maintenant, on reprend la vidéo. 53 ans après l'arrivée au pouvoir de la dynastie Al-Assad, le régime syrien n'est plus. La Russie et l'Iran ont été humiliés alors que la Turquie et Israël en sortent renforcés. Alors, le renversement de ce régime, bonne nouvelle ou pas? Perso, je pense que oui. Mais il faut voir ce que ça va donner avec le HTS à la tête du pays. On craint pour la sécurité des minorités comme les Druzes et les chrétiens d'Orient, et aussi pour les Alaouites, dont un certain nombre ont soutenu le régime de Bachar al-Assad. Mais, tu veux mon avis ou pas? Al-Jolani, il est loin d'être con. Il fera ce qu'il faut pour conserver le pouvoir. Et dans un pays saigné depuis 2011, la meilleure stratégie, c'est la réconciliation nationale. On verra quel avenir il espère construire pour le peuple syrien. En tout cas, compte sur nous pour te tenir informé. Maintenant, c'est à toi de jouer. À ton avis, Israël et les États-Unis auraient-ils dû sauver Bachar al-Assad? Sa chute est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Moyen-Orient? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Et puis si t'as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Allez, à très vite pour plus de news. À ciao, bonsoir.